On fera un best-of à la rentrée. Backseat, le film, c'est un documentaire exceptionnel que nous préparons. En un mot, ça raconte l'année 2023, une année d'embrasement à travers les yeux de Backseat, à travers le regard de toutes celles et tous ceux qui ont participé à l'émission l'an passé. Tu veux voir ce documentaire en avant-première, sur grand écran, dans un MK2, avec tous les membres de l'équipe, et bah clique ici et inscris-toi. En plus, si t'es abonné à Backseat, t'as reçu un code promo. A bientôt et bonne émission. Et on va continuer cette émission, on va enchaîner, on va parler de politique avec l'actu de la semaine. C'est parti pour l'actu de la semaine. L'actualité politique cette semaine qui a été marquée, notamment Claire, tu vas nous en parler, une info qui a retenu ton attention. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances, a parlé de taxer les milliardaires lors d'une réunion. Ouais, ça peut paraître étonnant. Et ouais. Pour placer un peu le contexte, donc la semaine dernière, il y a eu une réunion des ministres des Finances au G20, donc qui avait lieu à Sao Paulo, parce que c'est le Brésil qui a la présidence. Et le Brésil a eu à cœur de faire passer quelques sujets importants, les mettre sur la table, et notamment la question de la taxation des ultra-riches. Et donc, il a invité un économiste français, Gabriel Zucman, à venir en parler devant un parterre de ministres, donc exactement les bonnes oreilles qu'il faut pour ce genre de message. Et donc, l'idée, c'est de porter un projet de taxation des plus riches, mais à l'échelle globale. À l'échelle du monde. C'était ça la banane. C'est de dire, on va pas le faire nous-mêmes en France, on va attendre que tous nos partenaires le fassent, machin, ce sera plus efficace de le faire ensemble. Ouais, mais en même temps, c'est à l'échelle nationale, l'argument qui est effectivement utilisé, c'est si on le fait, sinon ils vont partir. Ils vont partir. Donc en fait, ça veut pas dire que les projets nationaux de taxation ils deviennent invalides. Ça veut dire que le mieux, si on arrive à les prendre par les deux bouts, quoi. Voilà, qu'on arrive à faire la taxation globale et aussi à consolider ça au niveau national. Donc c'est assez rare pour être souligné qu'on arrive à faire percer un peu cette idée-là d'une taxation sur les plus riches au G20, quoi. Ça me rappelle les plus grandes années 2008-2010 de moralisation du capitalisme. Celles et ceux qui s'en souviennent, post-crise des subprimes, etc. Nicolas Sarkozy n'avait que ce mot à la bouche. La France allait prendre le leadership mondial sur la moralisation du capitalisme. Pas mal de choses ont été faites dans le secteur bancaire, notamment des régulations, mais uniquement en Europe. C'est les seuls à l'avoir fait, pour limiter les effets de la crise. Moi, ce truc-là, de taxer des riches... Et Bruno Le Maire qui nous a dit hier dans une interview au Monde quand même qu'il s'était planté sur les prévisions de croissance, qui serait 1% au lieu de 1,4, et qu'il allait falloir économiser 10 milliards cette année, mais encore plus en 2025. Bah justement, moi j'y vois le retour de bâton de l'annonce des 10 milliards d'euros d'économie par décret. Bruno Le Maire essaye toujours en même temps, d'annoncer quelque chose du côté de la taxation des super riches, mais en fait c'est pas une annonce, on n'a pas de texte sous les yeux, on n'a rien de matériel en fait. On a une idée qui a été lâchée au G20, mais le G20 c'est fait pour phosphorer. C'est ça le G20, on est là pour parler, pour discuter, pour émettre des idées, mais il n'y a pas de décision qui sortent des G20 très rarement. Bah, il peut y avoir une dynamique qui se crée et qui peut aboutir à quelque chose dans d'autres instances, par exemple. Mais donc, oui, le fait que Bruno Le Maire le soutienne, ça peut être lu de multiples façons. Mais je pense que dans le fait que ça commence à être porté, que ça devienne un sujet intéressant pour les États, c'est aussi parce qu'il y a une question de, en fait, là, les ultra riches, ils commencent à avoir un pouvoir qui parfois, en fait, dépasse celui des souverainetés nationales. En fait. Ouais, c'est vrai. Et là, on parlait du plan d'austérité aussi. C'est aussi une question de comment on a des ressources là, on est devant pour le faire mur. des trucs, quoi, des services publics, etc. Ou est-ce que le projet, c'est juste de laisser Elon Musk, avec ses projets délirants, d'aller mettre des gens sur la Lune, quoi. Donc, c'est aussi ça. Et je pense qu'au-delà de la question morale, il y a aussi une question de... purée, les États, il faut quand même qu'ils conservent des capacités à faire les choses, quoi. Je sais pas, des trucs comme la transition écologique, ça pourrait être chouette de... C'est un exemple. Non, mais c'est intéressant parce que là, le mur de la dette, là, vous savez, souvent, c'est les gens de droite comme Bruno Le Maire, par exemple, qui viennent nous dire c'est la dette, il faut couper les budgets, il faut casser les services publics parce que c'est la dette, vous comprenez bien, il faut qu'on rembourse parce qu'on soit sérieux. Et il nous fait ça. Ça fait combien de temps qu'il est ministre d'ailleurs de ça fait 7 ans, 8 ans. C'est qui
qui s'occupe de ça? C'est qui devrait qu'on devrait tenir comptable aussi de ce truc-là à un moment? Et là, depuis le Covid, en effet, les déficits ils se sont évidemment creusés, la guerre en Ukraine, etc. Ça fait que là, on a un taux d'endettement qui est redevenu un petit peu inquiétant. La note de la France va encore un petit peu se dégrader, mais bon, on est quand même, c'est pas la banqueroute demain non plus. La France, ça reste une valeur sûre pour les investisseurs. Pour autant, en effet, on perd des marges de manœuvre, plus on est endetté. Et bah oui, il va falloir regarder de ce côté-là, parce que là, service public, qu'est-ce que vous voulez couper de plus là? Qu'est-ce que vous voulez supprimer de plus de postes encore? Donc déjà 10 milliards, hein, c'est-à-dire beaucoup de suppression de postes dans enseignement supérieur, recherche, écologie, recherche. C'est déjà une des saignée. trucs inutiles. Hein. Et que des trucs qui marchent déjà pas bien. Que des trucs qui bien. sont déjà sous-financés par rapport à ce qu'il faut faire. Donc on va pas aller beaucoup plus loin là-dedans. Il va falloir le mur à un moment, ça va être de oui. Alors Et autre sujet quand même cette semaine qui a marqué l'actualité, j'en parle en deuxième, on aurait dû en parler en premier en réalité, c'était lundi, la constitutionnalisation de l'IVG, un jour historique. La France a désormais un nouvel ajout à l'article 34 de sa Constitution, je cite, « La loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté garantie à la femme d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse. » Donc la constitutionnalisation de l'IVG, la France est le premier pays au monde à le faire, 49 ans après la loi Veil en 75 qui avait dépénalisé l'avortement. Il y a eu donc un vote, le Congrès s'est réuni à Versailles. Le Congrès, je rappelle que c'est la réunion de l'Assemblée nationale et du Sénat qui a le pouvoir de modifier la Constitution à la majorité des 3/5 des voix. En l'occurrence, il y a eu plus de voix que nécessaire, 780 votes pour, 72 contre et 50 abstentions. Si on zoome un petit peu sur qui a voté contre la constitutionnalisation de l'IVG, on a 38 sénateurs et 12 députés, les Républicains, parmi lesquels Bruno Retailleau. On a 11 députés du Rassemblement national, ils n'ont pas de sénateurs. Et on a 6 sénateurs de l'Union centriste. Le projet de loi constitutionnelle avait été adopté sans surprise à l'Assemblée nationale le 30 janvier, mais avec un petit peu plus de difficultés le 28 février. Est-ce que cette constitutionnalisation de l'IVG est une victoire de la gauche ? Claire. Oui, moi, je dirais que oui. Quand on regarde les chevilles ouvrières qui, dans les assemblées et à l'extérieur des assemblées, ont poussé pour que ça arrive. Si on parle du Sénat, c'est majoritairement Mélanie Vogel, donc sénatrice verte, qui a porté cette question. À l'Assemblée, c'est Mathilde Panot donc de la présidente France Insoumise. LFI. Et les deux ont travaillé ensemble. Et derrière, il y a tout un tas de mouvements féministes. Il y a le planning familial, etc., qui ont fait un front commun et qui ont avancé jusqu'à cette victoire. Donc en fait, là, on a vu des récupérations par Yael Braun-Pivet. Il y avait un tweet très drôle qui disait, en gros, et elle reprenait parce qu'elle s'est prise en photo traversant un couloir avec plein de soldats de la garde républicaine. Ah oui, c'est le grand couloir qui amène jusqu'au Congrès. Nous allons entériner les droits de... Un truc vraiment assez pompeux. Il y a quelqu'un qui a tweeté en lui rappelant ses votes préalables qui allaient plutôt à l'encontre de cette idée de constitutionnaliser. En 2018, elle était très contre. Exactement. Donc le tweet était la voilà qui se met en scène, telle la queen de l'IVG, alors que tous ses votes précédents démentent ça, quoi. Donc en fait, oui, il y a là, et c'est une bonne chose, tout le monde a voté pour, à part quelques tristes cires de la droite et de l'extrême droite, mais le mouvement, l'impulsion, la bataille pour que ça arrive, parce que derrière, c'est pas juste joli consensus qui tombe du ciel, c'est une vraie bataille. Tout ça, ça vient effectivement de la gauche. Petite subtilité quand même juridique, ce n'est pas un droit qui a été constitutionnalisé, c'est une liberté. Pourquoi c'est une subtilité ? Parce qu'il y a eu des négociations qui ont eu lieu entre l'Assemblée nationale et le Sénat à majorité de droite plus conservateur. Le Sénat ne voulait pas constitutionnaliser le droit à l'IVG, il voulait constitutionnaliser la liberté d'avoir recours à l'IVG pour les femmes. La différence entre les deux, c'est que si on constitutionnalise un droit, on peut tenir comptable l'état de l'effectivité du droit, alors que constitutionnaliser une liberté... l'État est juste là pour faire respecter la liberté, mais la liberté, elle l'impose d'abord à la personne, à la femme en l'occurrence. Ouais. Donc c'est une subtilité. J'attire votre attention sur un point que je trouve intéressant, c'est que la France Insoumise a fait un compromis. Contrairement à ce que l'on peut croire, contrairement à l'idée qui est parfois véhiculée de la France Insoumise comme une bande de tarés qui refusent toute forme de compromis, qui sont d'ultra-gauche, d'extrême-gauche, pour reprendre les mots de la Macronie, la France Insoumise a accepté de transiger sur sa rédaction du texte. Mathilde Panot, en l'occurrence, a accepté de négocier avec la droite et de se mettre d'accord avec la droite sur une version qui convient à tout le monde. C'est un point que je trouvais intéressant à soulever. Moi, je pense que l'intérêt de tous, à un moment, prévaut à l'intérêt partisan et politique. Donc,
J'applaudirais pas un poisson qui nage. Pour le coup, je suis désolée, j'y vois pas une. Enfin, c'est de la négo. C'est pas tous les jours qu'il y a de la Enfin, négo entre la France insoumise et la droite. Oui, mais bon, à un moment, enfin, on est sur un moment historique qui vaut plus qu'une simple négo pour le coup. Donc, Mais c'est vrai qu'il y a cette impression que sur ce sujet et des sujets de ce type-là, Ouais. lorsqu'il y a un enjeu historique à entériner, une nouvelle étape des droits, c'est peut-être plus facile d'arriver à faire un front commun. Et puis derrière, il y avait toutes les assos féministes qui sont pas d'accord parfois entre elles sur plein de trucs et qui là poussaient ensemble, quoi. Donc ça mettait une pression supplémentaire sur les partis pour dire ok, bah là il faut qu'on y arrive. Il y a une brèche, il y a une possibilité. Alors que à la base, Mélanie Vogel, elle expliquait que quand elle a commencé à porter l'idée, tout le monde lui disait mais en fait tu rêves, ça n'arrivera jamais. Et résultat, on y est, quoi. Donc oui, ça suppose d'accepter de bouger un peu sur l'idée initiale qu'on avait. Cette nuance, pour moi, elle est vraiment pas entre liberté et droit. Voilà, elle est très importante en termes de ce que ça va signifier matériellement pour les femmes après. Mais bon, on va en parler justement. Il y a quelqu'un dans le chat qui dit qu'il y avait eu le même genre de négo sur la loi Veil à l'époque en 75. C'est vrai. Et l'un des trucs sur lesquels Simone Veil avait transigé, c'est que la loi Veil était transitoire. Elle a été définitivement engravée dans le marbre en 79. Mais en 75, quand elle est adoptée, elle est temporaire, la loi. Bref. J'ai une source qui nous regarde en direct et qui m'envoie un DM à l'instant en me disant que Aurore Berger, qui était alors présidente du groupe Renaissance, a aussi été à la manœuvre dans le sens du texte pour le réinscrire à l'ordre du jour. Oui, c'est vrai, parce qu'au début, c'était une proposition de loi de la France Insoumise qu'ils avaient examinée dans une de leurs niches, sauf que la niche, à minuit, tu peux plus continuer à discuter. Exactement. Et donc, Aurore Berger avait repris effectivement le texte de la France Insoumise pour redémarrer la discussion dans la niche de Ensemble. Non mais c'est quand même marrant, il y a quand même plusieurs trucs comme ça, donc la constitutionnalisation de l'IVG, là, le terme de planification écologique, les prix planchers pour les agriculteurs, où d'abord c'est niet, jamais de la vie, vous êtes des fous, et puis ensuite ils le font eux-mêmes et disent regardez, vous avez vu ce qu'on a fait, c'est trop bien. Ça me fait penser à Bruno Le Maire là qui dit et si finalement on taxait un peu les milliardaires, ça finit par me paraître intéressant. Et non mais c'est quoi, c'est des victoires culturelles de la gauche? C'est des victoires culturelles de la gauche, mais par contre il y a une invisibilisation de la gauche sur. Tu regardais le salon de l'agriculture. C'était assez évident. Tout le focus était sur Macron et Bardella, alors qu'il y avait un papier de Mediapart sur le fait que François Ruffin est allé parler avec les paysans, machin, tout ça, absolument pas couvert. Je veux dire, la gauche a disparu des radars de tout le monde, alors qu'il y a des propositions pour le monde paysan dans la gauche et tout, mais tout le monde s'en branle. On est focus toujours sur les mêmes, qui reprennent du coup, qui piochent allègrement dans les propositions de la gauche derrière. Donc oui, c'est une victoire culturelle, mais elle est un peu amère aussi, quoi. Particularité aussi à souligner, un nouveau droit dans la Constitution, c'est très bien, on peut s'en réjouir, mais il faut regarder aussi l'effectivité de ce droit. Et en l'occurrence, le recours à l'IVG est de plus en plus difficile pour les femmes. Est-ce qu'il y en a une d'entre vous qui veut faire un point là-dessus ? On se partage le taf. Vas-y. Non, vas-y. Bah, en fait, il y a le droit et il y a l'effectivité du droit. C'est ce que tu disais. Ouais. Et le fait est que pour plein de raisons différentes, avoir accès à l'IVG en France aujourd'hui, c'est ultra compliqué. Il y a 150 centres qui ont fermé. J'ai le chiffre depuis les 15 dernières années. C'est des chiffres que le planning familial rapporte. Il y a très peu de praticiens finalement entre les gynécos et les sages-femmes qui pratiquent l'IVG, et souvent c'est pour des raisons militantes. En gros, il y a une femme, 17% des femmes qui sont obligées de changer de département pour pouvoir avoir accès à l'IVG, parce que soit les centres sont fermés chez elles, soit il y a trop de délais d'attente. Enfin, c'est un parcours du combattant en fait, l'accès à l'IVG en France, et il y en a qui sont découragés pour le coup. Claire, c'est plutôt du côté des moyens du coup qu'il faut réfléchir plutôt que dans la promotion de vos droits. Exactement. En fait, ça va dans le sens de ce que disait Usul, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une récupération de mots d'ordre qui viennent de la gauche, mais derrière, il faut regarder la matérialité et l'effectivité de ce qui se passe. Et on a globalement un système de soins et un système hospitalier, et ça vaut aussi pour l'accès à l'IVG qui est clairement en déliquescence. Et en fait, une femme, lorsqu'elle prend cette décision, elle est déjà dans un état qui est parfois compliqué, et il faut se dire que toutes ces barrières qu'il faut surmonter pour juste y avoir
accès matériellement et aussi se sentir en confiance avec le praticien qu'on a en face de nous. C'est vraiment une violence supplémentaire. C'est une situation qui est déjà difficile. Donc, en fait, maintenant, je pense qu'il y a une campagne qu'il faut ajouter à celle qu'on a menée pour mettre l'IVG dans la Constitution, qui est de rendre effectif ce droit matériellement et aussi de montrer qu'aujourd'hui, effectivement, c'est un combat, en fait, pour arriver à accéder à ce droit, alors que ça devrait être différent. Et autre petit chiffre, pardon, quand même, qui je trouve est assez signifiant. A priori, il y a entre 3000 et 5000 femmes qui sont obligées d'aller pratiquer un IVG ailleurs qu'en France, parce que c'est trop compliqué d'accès en France, notamment en Espagne. Voilà. Oui, parce que c'est ça que je voulais dire quand tu disais est-ce que c'est une victoire de LFI machin. En fait, c'est surtout une victoire du mouvement féministe à l'échelle mondiale. Parce que ça a été discuté, on a regardé ce qui se passe aux États-Unis, il y a un mouvement féministe qui est très très fort en Amérique latine aussi, il y a eu en Irlande il y a pas longtemps où l'IVG a été aussi légalisé alors que c'était compliqué culturellement et c'est passé quand même. Donc il y a une vague aussi mondiale, à la fois parce qu'il y a une montée des populismes réactionnaires qui attaquent systématiquement le droit des femmes, donc les attaques deviennent concrètes et c'est pour ça à l'époque Yael Braun-Pivet disait non pas chez nous, il n'y aura pas ça chez nous, etc. Puis bon, tu regardes les scores du RN, tu regardes comment ils votent sur ces questions et tu te dis ça peut arriver chez nous tout à fait. Donc alors, la constitutionnalisation ça protège un petit peu, mais je veux dire, une Marine Le Pen au pouvoir peut aller aussi triturer la Constitution et l'enlever, ça. Enfin voilà, c'est possible. Donc ça reste une baston quand même. Il y a effectivement, il faut rappeler d'où vient ce projet de constitutionnalisation de l'IVG en France. Ça vient des États-Unis en réalité. Il s'est passé quelque chose de dramatique. J'ai plus la date en tête, je suis désolé. C'est la Cour suprême à majorité conservatrice l'année dernière qui revient sur son arrêt historique Roe versus Wade qui constitutionnalisait du coup l'IVG, enfin qui proclamait l'IVG, le droit à l'IVG comme un droit fédéral aux États-Unis. On a vu dans une grande démocratie que sont les États-Unis d'Amérique un droit, celui à l'IVG, reculer. Et ça a foutu les jetons à tout le monde, y compris en Europe et en France. Et donc, c'est de là qu'est venue l'idée en France. Tu me disais, hors antenne, Claire, que ça donne des idées, cette constitutionnalisation de l'IVG en France, à d'autres en Europe. Ouais, en fait, dès le début de la semaine, là, alors qu'on était en train de fêter la constitutionnalisation, il y a un mouvement qui s'est lancé pour porter une ICE, donc une initiative citoyenne européenne, pour que en fait, ce droit à l'avortement il soit inscrit au niveau européen. Et donc là, on voit bien qu'effectivement, c'est une vague un peu qui n'est pas seulement nationale. Et là, ça vient aussi du backlash qu'il y a eu en Pologne, notamment. Et elles sont toujours pas revenues. Donc, il y a eu une atteinte à ce droit à l'avortement suite à un gouvernement qui était conservateur, voire réactionnaire. Maintenant, c'est Donald Tusk qui a été élu, qui avait promis du coup de remettre ce droit et qui tarde un peu à le faire parce que notamment il y a des élections régionales qui arrivent et du coup il est en mode on va il a une base sociale voilà, donc en fait cette victoire qu'on a eue lundi en France, elle donne aussi un peu des ailes à toutes les féministes et les femmes globalement en Europe pour dire ok maintenant on a une dynamique, on va marquer les étapes et on va batailler à la fois au niveau européen et puis il y a plein de campagnes qui se mettent en place au niveau national pour porter plus loin ce droit. Et donc, si vous voulez y participer, la campagne s'appelle Ma voix, mon choix. Ouais. Donc, c'est myvoicemychoice.org. Et vous pouvez aller signer parce qu'en gros, à partir d'1 million de signatures, la Commission européenne est obligée d'acter sur la demande portée par l'ICE. Donc là, il y a vraiment une possibilité d'avoir une influence assez concrète sur la fabrication du droit au niveau européen. Donc il y a le but, c'est d'avoir 300 000 des signatures qui viennent de la France. Donc ça fait pas mal. Donc il faut qu'on s'y mette. Donc voilà, allez voir la plateforme si ça vous intéresse. Mais voilà, tout ça pour dire que cette semaine, il y a eu le 4 mars, on a la grève féministe du 8 mars, donc qui a lieu demain, mais c'est une grande semaine pour les luttes féministes. Autre sujet, cette semaine, les amis, ça s'est passé mardi. Mardi, c'était aux États-Unis, le Super Tuesday. On va parler de la présidentielle américaine. Je crois que c'est la première fois sur le plateau de Backseat qu'on parle de la présidentielle américaine. Super Tuesday, 15 États votaient pour les primaires des deux principaux partis, le Parti démocrate et le Parti républicain. Côté démocrate, c'est une élection sans suspense. Joe Biden, président sortant, va être à nouveau candidat. Sans suspense, il peut lui arriver n'importe quoi à ce garçon, qui est quand même un peu fatigué. Il n'est pas tout frais. Voilà. Il n'est pas tout frais. Il a 81
1 an, et on va en parler. Mais en tout cas, pas de suspense sur le fait qu'il va être candidat à sa propre succession. Pas de suspense non plus du côté des Républicains, où Trump a vraiment pris le contrôle sur le parti. Ça fait 2 ans, l'état-major du parti pariait un petit peu plus sur le gouverneur de Floride, qui était Ron DeSantis, mais il a retiré sa candidature de la primaire dès janvier dernier. Et là, il restait encore Nikki Haley, qui était l'ancienne diplomate représentant les États-Unis à l'ONU, qui elle aussi a annoncé qu'elle mettait fin à sa candidature. Sans surprise, donc ce sera bien un duel Biden contre Trump, 77 ans et 81 ans, du jamais vu dans l'histoire politique des États-Unis. Est-ce qu'on va avoir... Non, avant de poser cette question-là, je voulais quand même qu'on s'interroge sur d'où vient cette fascination très française pour la politique américaine. Pourquoi est-ce que les Français suivent, s'intéressent à ce qui se passe aux États-Unis ? C'est la puissance la plus importante du monde dit occidental. On est un petit peu aussi dans leur monde, on vit dans le monde des États-Unis quelque part, donc savoir ce qui s'y passe, on le voit bien sur les questions dont on va parler plus tard aussi sur l'Ukraine, etc. On voit bien que les États-Unis soient là ou pas là, ça change tout pour nous, et on est un peu dans leur espace, on est dans les mêmes espaces culturels, et puis on est aussi dans leur espace politique. Tu penses qu'on se rend compte de l'impact des États-Unis sur nos vies quotidiennes ? Vraiment, et que c'est de cet œil-là qu'on observe leurs élections ? Je sais pas, on a une familiarité avec la culture américaine, on est un peu quelque part... Il y a des sujets sur lesquels, on est même un peu à leur traîne, on fait un peu ce qu'ils disent, on fait un peu ce qu'ils veulent. Mais bon, tu vois au cinéma, tu vois bien qu'on est dans les espaces culturels, oui. Puis ça a un impact concret dans le sens où la présidence Biden, c'était des choses comme l'Inflation Reduction Act. Et du côté de l'Europe, le Green Deal, c'était une réponse à ça. Et le Green Deal, ça a bien une influence assez concrète sur nous, sur le mouvement des agriculteurs, etc. Donc, de manière pas si indirecte, oui, il y a une incidence entre cette élection-là et ce qui se passe ici. Mais moi, je pense surtout qu'en fait, il y a ce côté un peu choc direct entre 2 visions du monde ultra opposées. Droite et gauche, c'est ça ? En fait, c'est même... oui... Démocrates et républicains, c'est ça que tu veux dire ? Démocrates et républicains, parce qu'il n'y a que 2 gros partis. Il y a un parti vert, par exemple, aux États-Unis, mais bon, on le sait pas. Peut parler. Il y a aussi des candidatures qui se sont manifestées pour essayer de casser justement ce fonctionnement à 2 partis. Mais globalement, c'est ça. Et donc, ça veut dire qu'à chaque élection américaine, on a un peu ce choc des titans qui polarise vachement, en fait. Et là, c'est d'autant plus le cas. C'est très hollywoodien, en fait. Et puis c'est d'autant plus le cas depuis Trump, parce qu'on se dit, en fait... Donc, ceux qui sont hyper pro-Trump et ceux qui sont pro-Biden ou les démocrates, juste, en fait, ils ne voient pas du tout le monde de la même façon. Il y a aussi, là, de plus en plus, un clash de... C'est quoi notre vérité commune, quoi ? Donc, je pense que c'est fascinant parce qu'on se dit, tous ces gens-là, ils font partie quand même du même pays. Il y a quelques années, on commençait déjà à parler un peu de sécession. On en reparle pour le Texas, là, on ne sait pas pourquoi, mais il y en a qui en parlaient pour la Californie, en disant la Californie est vraiment devenue très, très différente. Non, puis après, pour aller dans la suite de ce que tu disais, Usul, on vit effectivement le même espace culturel que les États-Unis, on vit aussi en partie le même espace politique, la droitisation, l'extrême droitisation, le fait que le parti républicain américain soit complètement sous la coupe de l'extrême droite trumpienne, ça dit aussi quelque chose des droites européennes qui, elles aussi, sont de plus en plus sous la coupe d'extrême droite, qui gagnent et qui grignotent de plus en plus le pouvoir, voire qui arrivent au pouvoir. On peut penser à la Hongrie, on peut penser à l'Italie, l'AfD en Allemagne qui commence à faire flipper toute la droite traditionnelle conservatrice. Ça dit aussi quelque chose de l'espace politique. Après, il est très particulier, l'espace américain. Il est très particulier. Du côté des démocrates, Biden va être à nouveau candidat, etc. Je me demande où est passée la gauche de la gauche américaine, qui a quand même eu des... Point suivant. Eh ben vas-y, passe à ton point suivant. Oui, parce que la démocratie américaine est une démocratie débile, c'est-à-dire bouffée par l'argent, mais de tous les côtés. Vous n'imaginez pas que pour élire le moindre shérif ou le moindre juge, il faut faire une campagne et à chaque fois on lève des fonds et les entreprises financent ça. Mais ça, je pense que ça fait partie de la fascination qu'on a, nous, pour l'élection américaine, pour le coup. C'est-à-dire qu'on a une vision totalement décomplexée de ce rapport à l'argent et de la politique que nous, on n'observe pas en France, pour le coup. Et c'est un spectacle, c'est un show, tu vois. Taylor Swift, mais du coup, on se retrouve permanent. Pour répondre à Jean, du coup, on se retrouve avec aussi le candidat des libéraux. C'est que en fait, tous ces lobbies du pognon ont mis énormément de pognon pour que jamais des AOC ou des Bernie Sanders ne prennent la tête du truc. Quitte à financer des candidats contre eux dans le parti libéral pour pas que pour pas que la gauche américaine devienne de gauche, que ça soit pas les leftistes et liberals, et c'est les liberals qui sont le plus financés, et on se
retrouve à la fin avec une élection, en effet, qui va opposer des secteurs différents de l'économie américaine, qui n'ont pas investi dans le même candidat. C'est ça, la victoire d'un camp ou de l'autre, c'est aussi des secteurs différents de l'économie qui financent. Et bon, c'est une démocratie vraiment bizarre. C'est une démocratie de marchands, de commerçants. Et c'est une démocratie fragile, comme beaucoup de démocraties. C'est pas parce que c'est le pays le plus puissant du monde qu'ils ont un système politique irréprochable. Le grand pays de la liberté, les États-Unis, se pose quand même la question du respect des libertés pour les femmes qui veulent avorter, par exemple. C'est un exemple parmi d'autres. Donc là aussi, il y a quelque chose du géant au pied d'argile qui, à mon avis, peut fasciner une partie de l'opinion publique française, une partie des personnes. C'est que c'est qu'on voit un immense pays d'une puissance phénoménale en fait vaciller sur ses fondations, avec un Trump qui est un véritable danger pour la démocratie américaine elle-même, pas seulement pour la France, le monde, ses partenaires, ses alliés, etc. Et à mon avis, ça vient aussi un peu de là. Et les médias en font énormément ces dernières semaines et ces derniers mois sur ce Super Tuesday et ces élections. Et vraiment, je pense que ça participe aussi à la fascination. C'est que surtout les chaînes d'infos en continu, pour le coup, on est sur ça H24 presque. Je peux ajouter un truc sur la gauche américaine Ouais, vas-y. Alors... Non, pardon, excuse-moi, j'étais en train de regarder le chat, pardon. T'as pas l'air très enthousiaste. si, mais carrément. Ouais, allez, si tu tiens, vas-y. Non, mais je voulais... C'est intéressant. Je regardais le chat, vas-y, pardon. Claire, vas-y. Alors, en fait, quand même, la présidence Biden, elle n'a pas été complètement à l'écart de ce qui s'est passé lors de son élection, où quand même, en préalable, on avait la campagne de Bernie Sanders, qui était très puissante, etc. Ça n'a pas disparu. Il y a eu vachement de campagnes de terrain, donc les grassroots organizing, partout aux États-Unis. Et il y a eu quand même des élus, maintenant qu'on appelle, qui se regroupent dans le squad, donc avec... Alexandria Ocasio-Cortez et d'autres. Et quand même, tout ce mouvement-là, ça a pesé assez fortement sur les politiques qui ont été menées. À la base, le Green New Deal, c'est un truc qui a été porté par AOC et Ed Markey. Donc, il y a la première proposition de loi, elle vient d'eux. Après, c'est de fil en aiguille, c'est devenu l'Inflation Reduction Act, qui est de moindre mesure. Mais quand même, l'impulsion première de cette ambition sur les questions climatiques, elle vient de quelque chose qu'on peut appeler la gauche aux États-Unis. Donc, elle n'est pas du tout inexistante. Elle est juste pas assez puissante institutionnellement. Donc, en termes de perspective d'avenir, il y a aussi ce truc il y a toute une jeune génération qui arrive, qui vient d'être élue et qui a encore plein de temps pour proposer une alternative à ce qu'on est en train de voir là, Biden et Trump. Mais les démocrates nous proposeront Kamala Harris avant de nous proposer AOC pendant longtemps. Ils resteront. Oui. De toute façon, c'est pas possible qu'ils prennent la tête du parti, quoi. Il y en a d'autres avant AOC, effectivement. Oui. Vous pensez que Trump va gagner ? Je pense qu'il y a déjà un truc qui se joue, c'est va-t-il être condamné ou pas pour l'affaire du Capitole. Il a demandé à ce que son immunité de président à l'époque soit observée par la Cour suprême. La Cour suprême s'en chargera normalement fin avril. Et je pense que de cette décision-là va découler quand même pas mal de... il y aura pas mal de conséquences. Si effectivement il est apte à être jugé en tant que citoyen américain et pas en tant que président, ça peut avoir beaucoup de conséquences sur sa candidature. Ok. Ça dépend sur quoi se fait la campagne. On avait parlé tout à l'heure de la Pologne. La Pologne, c'est intéressant parce que du coup, il y a plein de jeunes femmes qui ont vu leur droit à l'avortement qui a été menacé, qui du coup se sont d'autant plus inscrites sur les listes électorales et ont d'autant plus pesé sur le scrutin suivant, qui a fait dégager du coup l'extrême droite. Ça peut être aussi une dynamique aux États-Unis. Que va faire la jeunesse ? Est-ce qu'elle va se mobiliser ou pas ? Ouais, c'est vrai. Il y a plein de. Ça dépend des sujets, quoi, des grands thèmes aussi. C'était un électorat jeune, un électorat des minorités qui avait permis l'élection de Barack Obama en 2008. Élection assez surprenante pour le coup à l'époque. Mais par exemple, là, ils ont des problèmes avec la situation palestinienne, où ils ont du mal avec les électeurs. Les électeurs libéraux reprochent au Parti démocrate sa position sur son envoi d'armes. Le Parti démocrate qui est très aligné sur le gouvernement de Benyamin Netanyahou, dont les actions dans le cadre de la répression à Gaza ne font pas du tout le plein à gauche aux États-Unis. Ça, c'est absolument. Donc, il va falloir les convaincre, et les convaincre avec d'autres arguments que c'est nous ou Trump. Ouais, mais si vous, c'est aussi envoyer plein d'armes à Netanyahou, pourquoi serait plus. Est-ce que je vais me bouger le cul ce jour-là ? Donc, ça va aussi être ça la question. Après, Trump doit encore convaincre aussi une partie de l'électorat de Nikki Haley, pour le coup, ce qui n'est pas. C'est pas fait. Et elle n'a pas.
Bon, c'est une ancienne Trumpiste qui essaye de faire son... Enfin, moi, là, je vois pas de grosses différences significatives qui pourraient bloquer des gens qui, là, suivent Nikki Haley pour voter Trump face à Biden, quoi. Mais... Stratégiquement, en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'elle va prendre son temps avant d'annoncer qu'elle va voter, qu'elle va appeler ses soutiens à voter pour Trump et qu'elle va attendre des gestes. Elle va monnayer des trucs, Oui, elle va, oui. Je ne connais pas les différences fondamentales, les nuances. Il n'y en a pas énormément. Les nuances idéologiques ou stratégiques. Je note aussi que du côté du camp Trump se prépare une reprise de pouvoir particulièrement corsée. L'extrême droite américaine, l'alt-right américaine est en embuscade et ils se disent, et ils le disent ouvertement entre eux, va falloir qu'on fasse mieux que la dernière fois. La dernière fois, on s'est un peu planté avec Trump au pouvoir. On n'est pas allé jusqu'au bout de la logique. Si Trump revient au pouvoir, là, on va couper des têtes. Là, on va être extrêmement radicaux. Ah oui. Là, c'est l'instauration d'un régime fasciste aux États-Unis. C'est quelque chose qui est souhaité, mais qui est vu comme une logique de revanche. Faut pas traiter tout le monde de fasciste comme ça tout le temps. Genre, pardon. C'est insupportable. Ça. Trump est un facho en puissance, complètement, et il est soutenu par des fascistes qui voient un petit peu le premier, pas quinquennat, mais le premier mandat de Donald Trump comme un truc comme... Alors, on a un peu raté celui-là. Et d'ailleurs, on a perdu après, donc c'est qu'on a assez transformé le pays à ce moment-là. C'est ça. Donc là, il va falloir qu'on change tous les juges partout le plus vite possible. Il va falloir qu'on aille chercher. Et c'est quelque chose qu'on voit au niveau local, où effectivement, il commence à se fomenter de plus en plus des groupuscules d'extrême droite qui foutent le bordel dans les boards des établissements scolaires, par exemple, dans les mairies, dans les communities, etc. C'est extrêmement flippant, la montée de l'extrême droite et la fascisation de la droite américaine. Et moi, ça m'inquiète particulièrement le risque du retour de Donald Trump au pouvoir. Autre sujet, chers amis, pour continuer dans les joyeusetés, Emmanuel Macron qui a parlé d'envoyer des troupes en Ukraine. Bah tiens, bah oui. Le SNU, là. Le SNU, ça va être... Ça va être pour vous. Dans le Donbass, le SNU. SNU surprise. Montez dans le bus, les enfants. Ça va être Vous sympa. mettez les petits polos. Ouais. La casquette surtout. Ce matin, jeudi 7 mars, Emmanuel Macron recevait les principaux chefs de parti pour parler de la situation en Ukraine avant un débat au Parlement qui aura lieu le 12 mars, organisé suite à une déclaration en conférence de presse le 26 février je cite Emmanuel Macron, il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumée et endosser des troupes au sol, mais en dynamique, rien ne doit être exclu. Et c'est cette phrase qui a mis le feu aux poudres. Emmanuel Macron n'exclut pas l'envoi de troupes françaises au sol en Ukraine. Il a tout de suite été critiqué par ses partenaires européens. Le chancelier allemand Scholz a dit qu'il n'en était pas question. Macron l'a confirmé au chef de parti. Donc voilà, où est-ce qu'on en est ? Est-ce qu'Emmanuel Macron s'est planté avec cette déclaration ? Claire ? Oui, complètement. D'une part, parce qu'une prise de position sur la potentialité d'une présence d'une armée en territoire extranational, en fait, c'est d'une gravité, d'un poids politique extrême. Donc, normalement, ce genre de prise de position, c'est discuté avec la diplomatie française, c'est discuté avec les alliés d'autres pays, l'Union européenne qui essaye de s'organiser autour de cette question. Et là, on a un Macron qui nous sort ça du chapeau, un peu solo. Ce qui est le plus grave, à mon sens, dans cette histoire, c'est que c'est vraiment assez transparent qu'il a utilisé cette déclaration pour des fins de politique interne, en fait. Parce qu'il l'a dit lui-même que, en fait, son but, c'était de faire tomber les masques et qu'il pensait qu'en disant ça, au moins, on serait bien, ces termes, on serait bien obligé de voir qui est avec Poutine et qui est avec Zelensky. Il a voulu provoquer la prise de position de tout le monde. Pour le paysage intérieur français. Interne, voilà. Il mais oui, c'est parce qu'il est en campagne contre le RN, c'est pour ça. Il veut forcer la russophilie. Oui, mais en fait, le truc, c'est Olivier Faure qui a dit un truc du genre la France, c'est pas une Game Boy. Non, mais... ça c'est des grands auteurs. Olivier Faure. C'est pas une Mega Drive. C'est pas une Super NES. Sonic. Mais non, mais pour dire, en fait, c'est pas un jeu tout ça. Enfin, ça implique une situation de guerre avec des puissances nucléaires qui sont impliquées. Donc, en fait, il y a un peu le sentiment d'une irresponsabilité, d'une très grande légèreté sur des sujets qui sont extrêmement graves. Et en fait, le truc aussi, c'est que la France, historiquement, elle a été une voix puissante
qui a pu défendre avec force le camp de la paix. Et là, en fait, on est en train de devenir une espèce de voix faiblarde et hyper va-t-en-guerre. Et du coup, ça connote aussi une évolution, une dégradation de la voix de la France, de sa capacité à porter une position claire dans le choix international et qui est inquiétante dans un contexte géopolitique de plus en plus tendu sur plein de fronts. Et en même temps, est-ce qu'on ne risque pas d'en venir à l'envoi de troupes au sol si la situation en Ukraine continue à s'enliser Est-ce qu'on ne va pas se retrouver avec une coalition internationale qui envahit, qui envahit pas, mais qui lutte contre c'était un autre grand homme. Vas-y, ça dépend, c'est qui. François Hollande. Let's go. Non, mais il a dit un truc aujourd'hui. Bon, tout le monde s'est foutu de lui, mais il y avait un truc, un élément un peu de vrai, c'est qu'en fait, il y a des choses que le président ne dit pas, parce qu'une fois que c'est dit, en fait, ça acte une position et ça demande une réponse. Il en avait dit des conneries, lui aussi, Emmanuel Macron, François Hollande, pardon, quand il était président de la République. Il avait lâché des dingueries sur la scène internationale. Ironique, mais... et d'ailleurs, la Russie a répondu en disant, en fait, ça a clarifié le fait qu'en fait, ils sont pas prêts à y aller. Ouais. Du coup, en fait, on s'est planté sur toute la ligne parce que tout ça pour passer pour des cons. Bluff qui tombe à l'eau de manière hyper. Enfin bon, je vais essayer de défendre Emmanuel Macron alors. Okay. Parce qu'en effet, on sait qu'il est un peu erratique sur ses décisions à l'international. En effet, des fois, il a des idées tout seul, ou alors après, tu apprends que c'était BHL qui lui avait conseillé. C'était le cas pour, je sais plus quoi, le truc de la coalition. À Gaza, je crois. Ouais, la coalition anti-Hamas. Même anti-Hamas. Il annonce une coalition internationale anti-Hamas et t'as toute l'Europe qui saute au plafond en disant c'est du grand n'importe quoi. Et en même temps, c'est quoi ce move là aussi? C'est aussi, il fait en effet sortir des gens du bois. Mais moi, je pensais plus les partenaires européens, quoi, parce que qu'est-ce qu'il dit? Il dit, nous en avons parlé entre nous ne nous interdisons pas de penser que, voilà. Mais ça veut dire qu'ils en ont parlé entre eux. Les autres derrière, ils peuvent pas dire, non, si, on se l'interdit. Parce que, apparemment, Macron dit, si, non, on se l'interdit pas. Donc, il mouille les autres, qui sont obligés derrière, soit de se défendre et de dire... Et en fait, il essaie de prendre le lead. Il se dit, il y a plus trop... Les États-Unis, ça les intéresse plus trop de venir nous aider, de nous défendre dans ce délire-là. Donc, qui c'est qui va prendre le lead dans l'Union européenne? C'est forcément Bibi. C'est forcément moi, parce que moi j'ai l'arme nucléaire, parce que j'ai une armée en état de marche, parce que voilà. Donc il se dit que c'est son rôle naturel. Là, il est en train de forcer la main à tout le monde. Parce qu'il se dit, je suis le chef de l'Europe, il adore être le chef de trucs. Non, mais c'est vrai, t'as raison. Donc, il veut être le leader de la coalition européenne contre Vladimir Poutine. Il a le sens il se dit, c'est le rôle de la France. C'était Nicolas Sarkozy qui était comme lui avant, qui avait cette espèce d'éthos européen, l'ego trip splendide. Je veux laisser ma marque dans l'histoire. Ouais, exactement. Au-delà de ça, il y a quand même un narratif guerrier sous-jacent à plein de choses que font la Macronie en ce moment. Une espèce de remise en ordre de la société, une espèce de discipline, le réarmement qui est décliné à toutes les sauces, le réarmement démographique. C'est bien. C'est un rappel de nous sommes en guerre du Covid. Bien sûr. Et en même temps, on dit aux femmes, veuillez bien faire plein d'enfants, s'il vous plaît. Mais voilà, donc il y a aussi en termes de narratif, je pense qu'il essaye de tisser un truc comme ça, on va vers une économie de guerre. Il y a eu toutes ces expressions qui construisent qui préparent un peu. Qui te foutent une ambiance. Ouais. Une ambiance de guerre. Waouh. Mais au demeurant, c'est assumé par le principal intéressé, Emmanuel Macron, qui reconnaît et qui l'a déjà dit que les Français vivent depuis trop longtemps dans une période de paix, qu'on est trop habitué à la paix et qu'il faut se rendre compte que la guerre est de retour. C'est comment il avait appelé ça, le retour du tragique dans l'histoire. Voilà. Ouais, il avait aussi dit, dans une interview avant qu'il soit élu, il avait aussi dit... Oui, en fait, je ne sais plus son expression, mais en gros, qu'il y avait un manque en France parce qu'on avait décapité le roi et que du coup, ça avait laissé une béance et que terrible. Du coup, et on il y en avait souffre. Non, mais il expliquait plein de phénomènes politiques français par ce truc de, en fait, la France a besoin d'un chef, d'une tête, etc. Et je trouve que si on comprend que Macron voit les choses comme ça explique plein de manières dont il... Bon, c'est pas rassurant du tout. On va vers la guerre et une potentielle monarchie. Mais oui, il veut remettre de la transcendance. Il veut remettre de la transcendance. Mais il l'a dit d'ailleurs. Pour le coup, Emmanuel Macron, on peut lui reprocher tout ce qu'on veut, mais il dit ce qu'il fait. Et il fait ce qu'il dit. Mais il y a le paradoxe. Tu veux remettre. Je sais pas s'il fait ce qu'il dit encore, mais. Ah non, parfois il annonce des trucs et puis derrière, il n'y a que dalle. Non, c'est vrai, t'as raison. Il y a des annonces qui. Il y a un paradoxe entre vouloir faire justement de la transcendance, vouloir mettre du récit national dans la tête des gamins, leur faire le SNU, d'aimer la patrie, la nation, machin, c'est-à-dire des absolus, et leur dire, faudrait que vous
puissiez mourir pour la France, et en même temps de gérer l'État comme si c'est une start-up. Ah ouais. Et donc il y a une légèreté dans comment tu veux qu'on s'attache à notre patrie si on n'a plus les services publics, etc. Va falloir aussi construire ça. Ça peut pas juste être un ordre de maintenant vous allez mourir pour un État qui en plus n'est plus là pour vous, qui est maltraité par les gens qui s'en occupent. Voilà, ça va être compliqué à résoudre ça. Absolument. Comment faire nation On continuera à se poser cette question, chers amis. Je vous propose qu'on marque une petite pause. Après la pause, je vous rappelle qu'on reçoit... le président pour encore une semaine de Mediapart. Non, je sais pas ce que j'avais. Tu lisais le chat ? Je lisais le chat. C'est la reprise, je suis fatigué. Hein. Je suis c'est bon. traumatisée de ce moment. On reçoit Edwy Plenel après la pause, le président pour encore une semaine de Mediapart. On a envie de lui poser des questions sur l'histoire Mediapart, l'aventure Mediapart et aussi plus largement quel est l'état de notre démocratie et de nos libertés. On pense qu'il a des choses intéressantes à dire. En tout cas, on a beaucoup de questions à lui poser. Autre rappel, je vous rappelle que Backseat, c'est également un documentaire qui sera diffusé en avant-première le 26 mars prochain. Ce sera au MK2 Bibliothèque à Paris. Vous pouvez prendre vos places. On a explosé la jauge du nombre de places vendues, donc on va passer dans une salle plus grande. Vous pouvez continuer à prendre vos places pour venir voir avec nous et boire des coups. Le doc, un documentaire sur l'année 2023, l'année où tout s'est embrasé. L'année 2023 vue à travers du prisme Backseat avec des témoignages des chroniqueurs et chroniqueuses de l'émission, mais aussi des invités et de tous les acteurs de l'émission, de toute la communauté qui vont venir vous expliquer tout ça. Bien. Chers amis, on marque la pause et on se retrouve juste après la pause avec Edwy Plenel. À toutes.